Le président de la République reçoit les chefs des délégations participant au deuxième forum régional de la Chambre islamique de commerce, d'industrie et d'agriculture en Afrique. Le Centre national d'oncologie se dote d'un nouveau scanner pour rendre plus fluide ses prestations. Tahazour lance à Nouadhibou la dernière composante du programme des AGR et des prêts allégés au profit des citoyens de Dakhlet Nouadhibou. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu ce mardi, en fin d'après-midi, les chefs des délégations participant au deuxième forum régional de la Chambre islamique de commerce, d'industrie et d'agriculture en Afrique. En l'occurrence, Tarek Bahit, sous-secrétaire général aux affaires sociales, humanitaires et culturelles de l'Organisation pour la coopération islamique, OCI, et Youssef Khalaoui, secrétaire général de la Chambre de commerce islamique, d'industrie et d'agriculture. Au sortir de l'audience, le sous-secrétaire général aux affaires sociales, humanitaires et culturelles de l'Organisation de la coopération islamique affirme avoir transmis au président de la République un message du secrétaire général de l'organisation dans lequel il exprime son soutien à ce qu'entreprend le président et le gouvernement mauritanien comme effort pour renforcer la coopération et la solidarité islamique. Il a ajouté que parmi ces efforts figure l'accueil par le gouvernement mauritanien de la réunion de la conférence des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui se tiendra dans les prochains mois. Il a affirmé l'engagement de l'OCI et de la Chambre de commerce islamique à mettre en œuvre ce qui a été convenu lors de cette conférence en termes de projets et de programmes au service des groupes vulnérables en Mauritanie et dans la région du Sahel. À son tour, le secrétaire général de la Chambre islamique de commerce, d'industrie et de l'agriculture a noté que les responsables de la Chambre sont heureux d'organiser cette conférence en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et de la Chambre de commerce, d'industrie et de l'agriculture de Mauritanie. Il a souligné que lors de sa rencontre avec le président de la République, il a présenté la mission de la Chambre de commerce islamique, qui est considérée comme l'une des institutions relevant de l'OCI, dont l'une des missions est de responsabiliser le secteur privé et de préciser que dans le cadre de cette mission, des conventions ont été signées hier soir, dont la première porte sur le projet de microfinance Family Bank et la seconde sur la dotation verte. Le secrétaire général a relevé l'importance de ces deux accords qui concrétisent le partenariat intégré entre les secteurs privés et publics et ciblant les 5 pays du Sahel. Ces deux accords, poursuit-il, marquent l'importance et la maturité des secteurs privés et publics en Mauritanie. Le chef du législatif Ahmed Baya se trouve depuis hier soir au Maroc, accompagné d'une délégation parlementaire. Le président de la Chambre, de l'Assemblée nationale plutôt, et la délégation étaient aujourd'hui les hôtes de la Chambre parlementaire marocaine, où ils ont été reçus avec tous les égards par leurs homologues marocains lors d'une séance plénière. Cette visite entre dans le cadre des efforts menés par les parlementaires des deux pays pour renforcer la coopération fraternelle mauritano-marocaine en concrétisant les attentes de leurs dirigeants et peuples. Le président de l'Assemblée nationale a dans une déclaration souligné l'importance de la coopération entre le Maroc et la Mauritanie, notamment dans le domaine agricole, dans lequel le Royaume jouit d'une solide expérience. Le député Ahmed Baya a eu hier soir à Rabat une entrevue avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, portant sur la coopération, le renforcement de la coopération bilatérale.
Le budget du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour l'année 2023 était soumis hier soir à l'examen de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. La Commission a suivi à cette occasion un exposé du ministre Mohamed Ahmed Mohamed Lemine sur les principaux chapitres du budget alloués à son département. La même commission a examiné aujourd'hui le budget du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et du Tourisme dans le projet initial de loi de finances pour l'année 2023 qui s'élève à plus de 484 millions émerus. La commission a suivi un exposé présenté par le ministre Lemrabat Ben-Nahi portant sur les différents chapitres de ce budget. Vous l'avez sans doute suivi en direct sur nos antennes, des membres du gouvernement sont largement revenus hier soir sur les programmes économiques réalisés durant les 3 dernières années. Ils ont évoqué par la même occasion les performances enregistrées par l'économie nationale en termes de maîtrise de l'inflation et de cette dette extérieure en dépit d'une conjoncture internationale peu favorable. Abdoulaye Damabar revient sur cette soirée débat. Ce colloque qui s'est tenu au Palais des Congrès a été axé sur les 3 ans de réformes économiques sous la houlette du président de la République, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, celui des Finances, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie et le président du patronat ont tour à tour évoqué les différentes réformes et politiques mises en œuvre durant ces 3 dernières années. Ce colloque qui est organisé par 3 institutions médiatiques du secteur public a aussi été marqué par des interpellations de la part des journalistes. En plus, la participation du président de la République au dernier sommet USA-Afrique et ses retombées ont été largement évoquées au cours de ces rencontres. Les ministres ont aussi mis en avant les politiques et programmes mis en œuvre au profit des fonctionnaires et agents contractuels de l'État et annonces du chef de l'État à l'occasion du discours prononcé lors du 102e anniversaire de l'indépendance nationale. Les retombées attendues de la visite du chef de l'État à Washington et la situation macroéconomique du pays ont été mises en avant. Je vous remercie pour l'opportunité donnée aux témoins que j'ai été de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux États-Unis la semaine dernière. Je voudrais commencer par dire que cette visite a été l'occasion pour nous, Mauritaniens, de voir comment le leadership du président de la République a été reconnu et apprécié par toutes les instances, toutes les autorités rencontrées aux États-Unis. C'est d'abord le premier point. Avant de parler d'économie, je veux d'abord dire aux Mauritaniens la satisfaction que nous avons eue de voir dans quelle mesure les autorités américaines ont témoigné au président de la République tout leur respect. Ils sont venus lui présenter leurs félicitations pour la qualité de son leadership. Maintenant, pour ce qui est des aspects économiques, vous le savez, le président de la République a eu des rencontres de très haut niveau aux États-Unis. Au niveau multilatéral, il y a eu la directrice générale du Fonds monétaire international, il y a eu le président de la Banque mondiale, il y a eu la directrice générale de MCC. Et je dois ajouter quelque chose que la presse n'a pas vu, que les journalistes n'ont pas vu, que seuls ceux qui étaient avec le président dans la plénière ont vu. 2 personnalités américaines de très haut niveau. L'un, M. John Kerry, que tout le monde connaît. L'autre, Mme Powell, directrice générale de l'USAID, se sont déplacés de leur siège dans la plénière où il y avait tous les chefs d'État africains, sont déplacés pour venir saluer le président mauritanien, le féliciter pour son action et repartir.
C'est une scène qui n'a pas été filmée, mais que je me dois de dire ici, parce que j'étais là avec le président de la République. Et c'est une scène marquante. M. John Kerry est une personnalité que tout le monde connaît à travers le monde. Mme Samantha Powell est la directrice générale de l'USAID. Ils ont dépassé tous les chefs d'État africains pour venir saluer le président Mohamed Cheikh Ghazouani. Au niveau maintenant des résultats. Vous savez, avec le FMI, nous sommes très avancés dans la conclusion d'un programme. C'est un programme voulu par les autorités mauritaniennes. C'est un programme demandé sans aucune contrainte financière. Nous n'avons aucun problème pour payer notre dette, nous n'avons aucun problème de balance de paiement. Nous avons voulu ce programme parce que nous voulons approfondir les réformes économiques et financières dans notre pays. Le FMI nous accompagne. Avec la Banque mondiale, nous avons un portefeuille qui a pratiquement triplé au cours des 3 dernières années. Il fallait saluer le président de la Banque mondiale et le remercier pour cela et lui dire quelles sont nos priorités pour les années à venir. Avec MCC, vous savez ce qui s'est passé. Pour la première fois, notre pays a été, après, disons, 18 ans, notre pays a été déclaré éligible au programme du seuil du MCC. Ce ne sont pas là des choses faciles à obtenir si on n'a pas une politique claire, une politique avec des réformes sincères, des réformes cohérentes. Et c'est ça qui s'est passé là-bas, à Washington. Et c'est ça qui a été reconnu au niveau économique. Je parle seulement au niveau économique parce qu'il y a d'autres aspects que le président, pour lesquels le président aussi a été salué. Mais je ne parle ici que des aspects économiques. Le ministre des Finances, Issel Moul Mohamed Baddi, a salué l'allocution du chef de l'État à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a affirmé que ce discours est complet et a couvert tous les secteurs d'intérêt pour le citoyen, indiquant que la hausse des salaires qui a été annoncée constitue la plus importante augmentation des émoluments des fonctionnaires de l'indépendance à nos jours. Le ministre des Finances a par ailleurs précisé que des réformes majeures ont été entreprises au niveau fiscal permettant la mobilisation d'importantes ressources et améliorant la gestion des dépenses de l'État. Ces réformes, conclut-il, ont permis de financer certains programmes et projets sociaux. Le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mohamed Lamine Ould-Zahabi, a souligné que la réunion que le chef de l'État a eue avec le directeur du Fonds monétaire international FMI était très importante, au cours de laquelle, dit-il, la politique sécuritaire de notre pays a été abordée au vu de son enjeu pour l'essor économique du pays. Le gouverneur de la Banque centrale a aussi précisé qu'il était aussi question du taux d'endettement lors de ces rencontres. Il a dans cette optique précisé que grâce aux politiques mises en œuvre et accords trouvés avec des États frères, dont le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État du Koweït, ce qui, souligne-t-il, a permis de passer du statut de pays fortement endetté à un statut dont la dette est moyenne. Le taux d'endettement du pays, dit-il, est passé de 78% du PIB à moins de 43%. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zeynel Abidine Ould Cheikh Ahmed, a déclaré que ces dernières années ont été caractérisées par la pandémie du Covid-19. Dans ce cadre, il a mis en avant la contribution du secteur privé pour appuyer les politiques et programmes sociaux du gouvernement visant à venir en aide aux franges démunies. Il a aussi souligné que des projets de construction de bâtiments et d'édifices auxquels le secteur privé a participé ont été exécutés, dont la construction du nouveau siège du Parlement, celui du Conseil constitutionnel, celui de la HAPA, le Haut Conseil de la Fatwa, entre autres, en plus de plusieurs autres édifices à l'intérieur du pays. Ce colloque a été marqué par plusieurs interventions et interpellations de journalistes qui ont pris part à ces rencontres. Il s'est tenu en présence de conseillers à la présidence de la République, à la primature et d'experts dans le secteur économique. L'actualité au volet sanitaire marquée par une bonne nouvelle pour les usagers du Centre national d'oncologie. La structure vient de mettre en service un nouveau scanner. Le nouvel appareil qui contribuera à la fluidité des prestations du centre a été mis officiellement en fonction par le ministre de la Santé, Aminata Kane. Le Centre national d'oncologie vient de se doter d'un nouvel appareil. Il s'agit d'un scanner d'une capacité de 22 barrettes.
L'appareil a été réceptionné par le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, qui a supervisé le démarrage effectif de l'appareil. Ensuite, le ministre de la Santé a fait le tour des pavillons que comprend cette importante infrastructure sanitaire. Il a reçu d'amples explications sur la nature des prestations et écouté les doléances des citoyens venus en quête de soins. En marge de sa visite, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a indiqué qu'il est venu inaugurer ce nouvel appareil d'une capacité de 32 barrettes qui a d'importantes propriétés diagnostiques et thérapeutiques, ajoutant que cette démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de nos formations sanitaires en général en fournissant les équipements nécessaires au diagnostic et au traitement. Il a déclaré que plus de 90% des coûts du traitement dans le centre d'oncologie sont pris en charge par l'État. Et souligné que le centre dispose d'une unité d'assistance et d'orientation sociale pour les patients qui a été renforcée cette année. Dans le même sillage, le ministre a rappelé la disponibilité du département de la santé à fournir une assistance au centre pour renforcer les capacités de l'unité. Enfin, il a déclaré qu'au cours de l'année 2023, les capacités du Centre national d'oncologie seront renforcées et que l'État fournira tout l'équipement nécessaire. Et dans le domaine de la pêche, à noter la visite effectuée aujourd'hui par le ministre des Pêches sénégalais au port de pêche artisanale de Tanit en compagnie de son homologue mauritanien. Les deux ministres ont également visité le marché aux poissons. Retour à Aminata Kane. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mohamed Ould Abidine Ould Mayouf, et son homologue et hôte sénégalais, Pape Sagna Mbaye, effectué une visite au port de Tanit pour la pêche traditionnelle et pélagique. Les ministres ont ainsi visité les quais d'amarrage fixes et le poste d'amarrage où ils ont reçu d'amples explications fournies par le directeur général du port, Mohamed Ould Ahmed Mahmoud Ould Soueid. Le directeur s'est longuement étalé sur les préoccupations soulevées par le ministre sénégalais, notamment celles liées au déchargement, au type de débarquement et au travail des équipements disponibles au port. Ensuite, le ministre sénégalais des Pêches s'est rendu au niveau du marché des poissons de la ville de Nouakchott. Là également, le ministre a été reçu par une forte délégation des responsables de cette institution avant de recevoir d'amples explications sur les services qu'offre le plus grand marché de poissons de la ville. À la fin de sa visite, le ministre sénégalais s'est exprimé. Il a déclaré en substance. Nous saluons l'effort extrêmement important des autorités de pêche de la Mauritanie qui ont accordé 500 licences aux piroguiers sénégalais et à la limite une gratuité même des charges qui accompagnent l'obtention de cette licence. Ceci grâce au rapport fraternel et amicaux entre les deux chefs d'État. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de visiter le port de Tanit et j'ai eu aussi l'occasion de visiter le marché aux poissons mauritanien qui est plus ou moins la duplication du marché central aux poissons de Pikine financé par le même bailleur, le Japon. Nous avons eu à bénéficier de l'amabilité et de la largesse d'esprit des autorités mauritaniennes, surtout le directeur du marché aux poissons et le secrétaire général du ministère ici présent, et monsieur le gouverneur à mes côtés, pour nous donner plus ou moins des ficelles quant à la gestion de ce marché qui accueille en moyenne 200 tonnes par jour et en période de pic peuvent aller jusqu'à 500 tonnes. La visite s'est déroulée en présence du Wali de l'Inchri, de l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, du Wali du Trarza et de la délégation d'accompagnement sénégalaise.
La délégation générale Tarazour a bouclé aujourd'hui à Nouadhibou, la dernière composante du programme national des activités génératrices de revenus au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. 67 projets bénéficieront de l'apport de ce programme en plus de matériel logistique pour la préservation et la production agricole. Mohamed Khatat. C'est une cérémonie de lancement de la première phase du programme de financement des activités génératrices de revenus et des microcrédits au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, supervisée par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, au profit des couches les plus vulnérables de la population. L'occasion pour le délégué général de Taazour, qui était accompagné du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, de préciser au cours de la réunion qui s'est tenue dans la capitale économique Nouadhibou, laquelle bénéficie du financement de 67 projets générateurs de revenus, que le lancement de ce programme s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à lutter contre la pauvreté, la marginalisation et l'exclusion. Il a souligné que ce programme va mettre en œuvre 1783 activités génératrices de revenus sur l'ensemble du territoire national et 433 prêts pour un montant global d'environ 2,3 milliards MRO. De son côté, le wali de Dakhlet Nouadhibou a indiqué que ces aides diversifiées comprenant des financements de projets générateurs de revenus, des cash transferts, des prêts et autres ne manqueront pas d'améliorer les conditions de vie des populations. Par ailleurs, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour a remis au titre de cette composante un important lot de matériel et équipements pour la région qui profitera aux agriculteurs. Le président de la région de Nouadhibou, M. Mohamed El Mami Ould Ahmed Bezaïd, a loué cette aide pour les agriculteurs de Nouadhibou, souhaitant qu'elle se poursuive. Il est à noter que le délégué général de Taazour avait entamé sa visite à Nouadhibou par un détour à l'école El Vadila, dans le quartier de Tarhil, où il a assisté à la levée de drapeaux et a inspecté des classes, soulignant l'importance de l'école républicaine qui gomme les disparités sociales et permet l'avènement d'une génération armée de savoir. À Nouakchott, deux partenariats ont été signés ce jour. Le premier entre le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et la Banque nationale de Mauritanie, BNM, et le second entre le ministère de la Justice et l'Ordre national des avocats. Les deux conventions visent à créer des opportunités de formation au profit des sortants des universités et instituts techniques. Détail avec Abdullah Damaba. Ces deux conventions qui ont été signées entre le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle avec la Banque nationale de Mauritanie et le ministre de la Justice avec l'Ordre national des avocats visent à renforcer l'employabilité des jeunes filles sortantes de l'université de Nouakchott Al-Asri et école d'enseignement supérieur technique. C'est à l'aide d'une plateforme digitale dénommée Stagi conçue à cet effet. Sur cette plateforme digitale, nous enregistrons à ce jour plus de 9400 jeunes diplômés, dont 3486 jeunes filles diplômées. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de fierté que je me tiens devant vous ce matin à cette occasion solennelle de signature des conventions de stage pour les jeunes filles diplômées. À cet effet, je voudrais très sincèrement remercier notre partenaire le PNUD pour sa collaboration et sa facilitation pour la mise en œuvre de cette activité dans le cadre du programme stage. La Banque nationale de Mauritanie, en tant qu'entreprise citoyenne, s'est engagée à jouer un rôle pionnier aux côtés d'autres acteurs du secteur privé mauritanien, à œuvrer à l'employabilité des jeunes diplômés, à promouvoir l'engagement actif du secteur privé mauritanien comme partie prenante au développement durable de la Mauritanie. Ainsi, pour l'année prochaine, nous nous engageons, selon nos disponibilités, à mettre à disposition une centaine de stages au profit des jeunes filles diplômées. Cet engagement est le symbole et l'expression de notre vision visant à promouvoir l'égalité des chances
Mohamed Lamine Draghili, chargé des questions d'emploi et de formation au sein de l'Union nationale du patronat mauritanien, a mis en avant l'objectif de ce programme, à savoir appuyer l'employabilité des jeunes filles afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans le cadre du développement socio-économique du pays. Le bâtonnier de l'Ordre national des avocats mauritaniens, Maître Brahim Beiti, a appelé les institutions concernées à accompagner la mise en œuvre de ce programme, se dit-il, afin que la jeune féminine soit fin prête pour intégrer le milieu professionnel dans le secteur judiciaire. Cette convention signée entre le ministère de la Justice et le PNUD va faciliter la préparation de ces jeunes filles au concours leur permettant d'accéder aux métiers se rapportant au système judiciaire. L'emploi des jeunes est un défi. Mais l'emploi des jeunes filles, des jeunes femmes est un défi encore plus complexe. À cet égard, cette initiative, ce partenariat entre le PNUD, le gouvernement mauritanien et les différents acteurs vise justement à faciliter la mise en stage de jeunes femmes diplômées, avec pour finalité, comme le soulignait notre collègue, de répondre tant à cette problématique, également à celle de l'employabilité et de l'insertion socio-professionnelle des femmes en vue d'une transformation, d'une accélération de la transformation socio-économique du pays. Au cours de la signature de ces conventions, le coordinateur du programme Stagi et plusieurs experts ont évoqué les objectifs de ce projet et le système digital Stagi qui est mis en place. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a donné ce mardi le coup d'envoi de la caravane verte de la jeunesse de la Grande Muraille Verte. 30 jeunes donc issus des pays membres de l'initiative nationale de la Grande Muraille Verte participent à cette caravane qui va s'étendre sur 5 jours. Quel est le programme et l'objectif de cette caravane? Élément de réponse avec Maïmouna Lo. Cette caravane verte voit la participation de 36 jeunes venus des pays membres de l'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte qui sont la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria, le Soudan, le Tchad, l'Éthiopie et Djibouti. L'objectif de cette rencontre vise à instaurer l'esprit de paix, de partenariat et de sensibilisation à la lutte contre la désertification, aux effets néfastes du changement climatique, à l'insécurité alimentaire et également à la vulnérabilité et à l'implication des jeunes dans la programmation du nouveau projet. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Sadfi Sidi Mohamed, a souligné que les pays membres de cette initiative font face à de multiples défis climatiques, sociaux et économiques alors qu'ils traversent les périodes d'insécurité, de pauvreté, d'extrémisme et de migration. Il a indiqué que cette caravane vise à impliquer ces jeunes de manière intégrée dans le processus de mise en œuvre du projet. Il a souhaité que cette opportunité leur permette de mieux comprendre le contexte local de cette initiative. Dans son allocution, le secrétaire exécutif de l'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte, Dr Brahim Saïd, souligne que cette initiative est le résultat d'une coopération mûrement réfléchie par les dirigeants des États membres. L'initiative Grande Muraille Verte constitue le fruit d'une coopération régionale très bien pensée et réfléchie par nos chefs d'État et de gouvernement face à cette problématique des changements climatiques dont nos pays sont les plus vulnérables. Longtemps considérée comme un éléphant blanc, un rêve même, l'initiative Grande Muraille Verte s'est affirmée comme un modèle innovant et approprié de gestion durable des terres arides et semi-arides. Face à l'érosion du capital naturel des terroirs sahéliens, jadis propice, la vision de l'initiative et le rétablissement du capital naturel et le système productif des terroirs. Quant au directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Sidna Ould Ahmed Ali, a indiqué que l'initiative de la Grande Muraille Verte est une initiative unique en son genre, de conception purement africaine et au service des Africains. Il a souligné que pour bénéficier de cet élan, il est impératif que les populations de tous les pays du Sahel, notamment leur jeunesse, mettent tout en œuvre pour contribuer à la réalisation des nobles objectifs de ce projet de lutte contre les changements climatiques et de l'insécurité alimentaire. Au niveau de la Mauritanie, cette caravane verte va sillonner toutes les réalisations effectuées par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte en matière de reboisement et de fixation biologique des dunes de sable au niveau du tracé de la Grande Muraille Verte, notamment dans les wilayas du Trarza, du Brakna, de la Saba
et du Hodel Gharbi. La coopération militaire entre la Mauritanie et le Mali au centre de l'entretien entre le chef d'état-major général des armées et son homologue malien en visite présentement à Nouakchott. Les discussions ont porté sur le renforcement de la sécurité des frontières communes aux deux pays. Mohamed Khatat. C'est sous les airs de la musique militaire que le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Boudel-Chaban, a accueilli son hôte, le chef d'état-major des armées maliennes, le général Omar Diarra, qui entame une visite de travail dans notre pays, s'inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la Mauritanie et le Mali. Les deux hommes ont passé en revue un détachement militaire venu leur rendre les honneurs avant que le chef d'état-major des armées maliennes, le général Omar Diarra, ne salue un certain nombre d'officiers supérieurs venus à son accueil. Le général de division Mokhtar Boudel-Chaban et son invité, le général Omar Diarra, ont ensuite entamé une séance de travail qui a été élargie aux délégations mauritaniennes et maliennes. Il faut préciser que les travaux de cette réunion ont porté sur les relations de coopération militaire existantes entre la Mauritanie et le Mali, non sans mettre un accent particulier sur le renforcement de la sécurité le long de la frontière commune entre les deux pays. Le réseau des femmes journalistes mauritaniennes a entamé hier une formation au profit des étudiants de la 3e année, section information de l'Université des sciences islamiques d'Ayouna. Durant 3 jours, les participants s'exerceront à des travaux pratiques et théoriques centrés sur certains genres journalistiques. Aminatakan. Sensibiliser sur le rôle important que peuvent jouer les radios communautaires. C'est l'objectif de cette rencontre de 3 jours organisée par l'Union des femmes journalistes mauritaniennes en collaboration avec l'UNESCO au profit de plusieurs journalistes et représentants d'organisations de la société civile. Présent à la rencontre, le secrétaire général par intérim du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Salem Ould-Boukhreis, s'est dit heureux de participer à cette rencontre qui contribuera sans nul doute au développement de l'information qui représente une priorité pour le gouvernement et constitue un outil essentiel pour le développement du paysage médiatique, indiquant que le gouvernement a franchi plusieurs étapes dont la professionnalisation de l'information. Lui succédant, la présidente de l'Union des femmes journalistes de Mauritanie, Mneye Mint Sidi, s'est réjouie de la loi 045 en date de 2010 qui a permis la libéralisation de l'espace médiatique, donnant ainsi naissance à de nombreux sites d'information privés. Elle a en outre mis en exergue l'importance de cette loi pour la diversité des médias. Participant à la rencontre par la technique de la vidéoconférence, le conseiller de la communication et de l'information, porte-parole de l'UNESCO, a remercié l'Union des femmes journalistes pour l'initiative et souligné l'importance des radios communautaires dans la diffusion et leur proximité avec les populations rurales, les considérant comme complémentaires aux médias traditionnels. Au cours de la rencontre, plusieurs exposés ont été présentés. Il s'agit notamment du cadre juridique des radios communautaires dans les pays arabes et africains, des radios communautaires et des mécanismes de plaidoyer de l'image de la femme dans les médias. Ces présentations ont été enrichies par des discussions et des échanges entre les participants. Et pour parachever cette formation, un réseau de plaidoyer a été mis en place par les participants à la rencontre. Voilà, ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République reçoit les chefs de délégation participant au 2e forum régional de la Chambre islamique de commerce, d'industrie et d'agriculture en Afrique. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de votre attention. Très bonne suite de programme sur El Mauritania.